Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, tout devrait bien se passer. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard qu'on a eu. Ce sont les aléas du direct, puisqu'on est tous à distance. En tout cas, bienvenue à tous pour ce deuxième live sur la chaîne Twitch de StaffMe. Je me présente, je suis Valentin, je travaille au sein du pôle staffer chez StaffMe depuis maintenant un peu plus d'un an. D'ailleurs, pour celles et ceux qui nous regardent et qui ne connaîtraient pas encore StaffMe, en deux mots, StaffMe, c'est la principale plateforme de mise en relation entre des jeunes indépendants âgés de 18 à 30 ans et des entreprises pour la réalisation de tout type de prestations ponctuelles partout en France. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition de ce Learning Lab, cette série que l'on a créée il y a peu de temps chez StaffMe et qui fait suite à la première édition et au succès de cette première édition qui avait été animée par Thomas Vanier, qui est Lead Data Scientist chez StaffMe et qui nous avait parlé il y a un peu plus de 2 semaines de l'intelligence artificielle. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce que la série Learning Lab? En fait, l'idée, c'est de partager au grand public le format Lunch and Learn que l'on organise chez StaffMe depuis sa création, 1 à 2 fois par mois, entre midi et 2, pour échanger sur une thématique qui nous tient à cœur et, comme son nom l'indique, apprendre des choses tout en partageant un moment convivial. Donc après le succès de cette première édition qui avait été animée par Thomas, on a décidé chez StaffMe de renouveler l'expérience, mais cette fois dans un format un peu différent, puisqu'aujourd'hui, la deuxième édition du Learning Lab prend la forme d'une interview que j'ai la chance d'animer et j'ai l'honneur aujourd'hui d'être accompagné de David Smetanine, double champion paralympique de natation parmi ses multiples casquettes, vous allez le voir après. Bonjour David. Bonjour, bonjour. David, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé avec tes multiples casquettes, on va le voir après. Et malgré ça, tu as quand même accepté de prendre un peu de ton précieux temps pour être avec nous aujourd'hui. Donc, je tiens, au nom de toute l'équipe StaffMe, à t'en remercier. On en est très reconnaissant. Et d'autant plus qu'aujourd'hui est un jour un peu spécial, puisqu'on est le 21 avril 2021. Donc, aujourd'hui, StaffMe fête ses 5 ans. Donc, bon anniversaire StaffMe. Envoyez du love à toute l'équipe StaffMe dans le chat. Les cadeaux. Bah ouais, carrément. Donc effectivement, ça fait 5 ans que chez StaffMe, on se bat tous les jours pour offrir un maximum d'opportunités professionnelles aux jeunes et en même temps de venir en renfort aux entreprises qui ont besoin d'agilité, de flexibilité et encore plus dans cette période de crise sanitaire. Donc, merci pour ce beau cadeau, David, et bon anniversaire StaffMe. Je tenais à le dire. Avec plaisir. Donc aujourd'hui, David, comme le nom l'indique, on va aborder la question du mental. Comment réussir à développer un mental de choc, puisqu'on le sait, avoir un mental de choc, que ce soit dans le sport, comme dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, ça nous permet d'atteindre les plus hauts sommets. Mais avant d'introduire ce sujet, j'aimerais, David, si tu le peux, que tu te présentes un petit peu, puisque peut-être que certains qui nous suivent ne te connaissent pas encore. Oui, c'est probable. Effectivement, on a toujours tendance à dire que les athlètes connaissent les athlètes et pas forcément tous les gens du grand public. Au-delà de mon palmarès, j'ai différentes casquettes comme tu l'as évoqué. Et c'est vrai que la période est assez compliquée avec plein de choses qui sont de bonnes nouvelles, dont on parlera tout à l'heure, et en même temps des engagements divers qui font que je suis en train de jongler en permanence entre un emploi du temps sportif, ma carrière, mon entraînement, ma préparation et des contraintes professionnelles ou extra-professionnelles. Alors, pour me définir, je suis d'abord un passionné de sport qui est athlète de haut niveau paralympique, maintenant depuis une vingtaine d'années. J'ai participé à 4 Jeux, Athènes 2004, Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016, avec un total de 9 médailles paralympiques, 3 records d'Europe sur les compétitions, 2 records paralympiques aussi. J'ai participé également à 6 championnats du monde, 6 championnats d'Europe, avec un total de 24 médailles. Et je détiens en France un titre particulier, enfin un record de nombre de titres, pardon, un record de nombre de titres de champion de France, puisque j'ai 153 titres de champion de France, sachant qu'en natation on peut faire plusieurs épreuves, donc on me dit souvent mais comment c'est possible à plus de 40 ans d'avoir 153 médailles d'or? En fait, 7 épreuves au programme, 2 championnats, un élite, un championnat de France N1, N2 pendant quelques années, et j'ai cumulé les courses et les résultats.
Voilà, je suis membre de la commission des athlètes du CNOSF au titre du CPSF. Je représente le comité paralympique français et des athlètes paralympiques au sein de cette commission des athlètes. On va bientôt créer une commission des athlètes aussi au niveau du comité paralympique français, mais ce n'est pas encore le cas. Je suis membre du comité des sportifs de l'AFLD, l'Agence française de lutte antidopage, quelque chose qui nous concerne tous dans le sport, amateur ou professionnel. Je suis représentant des nageurs paralympiques auprès de l'entité paralympique de natation qui s'appelle la World Para Swimming, puisque la natation paralympique est encore un sport associé ou intégré au comité international, à l'inverse, par exemple, pour nos auditeurs, de l'aviron, qui est le para-aviron, le para-rowing, en fait, dépend de la fédération internationale. Donc, la compétition, c'est au même endroit, au même lieu, au même moment. La natation, pas encore. Et je suis, par ailleurs, ancien membre de la commission des athlètes du comité international paralympique, dont l'homologue est le CIO, le comité international olympique. Voilà, et ancien membre de la commission des athlètes de Paris 2024, mais toujours ambassadeur de cette belle candidature et de ce beau projet qui nous anime tous précieusement en ce moment pour les 3 prochaines années, puisque les Jeux seront pas bientôt, voilà, en France, enfin, à Paris et dans toute la France, y compris à Tahiti pour le surf, en 2024. Voilà. Tout à fait. Et on va y revenir justement un peu après, puisque je crois que tu as des belles choses à nous annoncer tout à l'heure. Oui. Exactement. Alors ça, c'est pour la partie sportive. Pour la partie professionnelle, je suis ambassadeur du sport pour le département de l'Isère, ancien conseiller régional, ancien conseiller spécial du DGS de la ville de Grenoble, et j'ai aussi maintenant à gérer une jolie société qui s'appelle David Smetaline CAMS, donc je suis aussi entrepreneur. Donc le monde de l'emploi, je le connais bien. Voilà. Je suis conférencier et consultant aussi en entreprise au titre de cette société. Voilà. Et on se demande comment un seul homme peut faire tant de choses, peut avoir tant de casquettes. Et tu vas peut-être nous donner quelques astuces après. Exactement. Si tu le veux bien, David, j'aimerais qu'on aborde un peu un sujet un peu sensible, mais qui démontre parfaitement la résilience, la persévérance qui t'anime. Puisque, si je ne me trompe pas, donc tu avais commencé ta carrière avec les Valides. Oui. Et à l'âge de 21 ans, tu as été victime d'un accident de voiture qui t'a laissé tétraplégique incomplet. C'est ça. Voilà. Et donc, moi, je me suis posé une question que tout le monde doit se poser. Finalement, comment on se relève d'une épreuve pareille? Et est-ce que tu t'es dit, je ne pourrais pas devenir champion olympique, donc je deviendrai champion paralympique? Oui, c'est les mots qu'on reste dans ma tête. Quand on est fan de sport, on aime le sport quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne ou quel qu'il en soit, que ce soit le sport paralympique, le sport olympique, même si au moment de mon accident, le sport paralympique était un peu confidentiel, on va dire, qu'il a pris un essor incroyable depuis 2008, un grand changement. D'ailleurs, coïncidence, mais je porte le t-shirt de Pékin sur moi. Ah non, si je bouge ça comme ça n'a pas marché. T-shirt des Jeux pour lesquels j'ai été le plus médaillé d'ailleurs. Voilà. Okay. Donc un bon souvenir. Oui, un très bon souvenir bien sûr, mais un tournant important aussi pour la partie média et le grand public qui ont pu découvrir vraiment oui, voilà, ce que ça voulait dire qu'être athlète paralympique et les performances de ces sur les disciplines. Hein. Mais le sport aussi comme thérapie. J'ai retrouvé au moment de mon accident une branche à laquelle me raccrocher, une façon de retrouver aussi mon identité en fait. C'est important des repères après un grave accident. Quand on est touché à la mort, on change de statut. On devient personne dite en situation de handicap. On est forcément debout. J'ai passé beaucoup de temps allongé, puis après assis. Les codes changent un petit peu, et puis pour autant, j'avais toujours la même passion, la même ambition. Je restais quelqu'un d'ambitieux, et peut-être même plus encore, parce que au-delà du handicap, il fallait faire ses preuves, être intégré dans une société qui n'est pas toujours très tolérée, pas toujours, qui l'est un peu plus. Et c'est à travers ce combat que j'ai mené dans le sport, mais aussi dans ma rééducation, que j'ai su rebondir et en faire une force pour les années à venir, quoi. Ça monte maintenant à plus de 25 ans, mais c'est quelque chose qui m'a fait grandir aussi, qui m'a fait évoluer. Je dis ça dans le sens où il y a toujours une part de positif dans le négatif, et quand on n'a pas le choix parce qu'on est au pied du mur à cause d'un accident, eh bien, il faut trouver on a une solution pour avancer. La solution, c'était celle du sport au départ. Oui, je rêvais d'être olympique, pas forcément champion, parce que c'était quand même quelque chose d'assez incroyable à imaginer. Le niveau est tellement élevé. Et puis, cette difficulté que j'ai su transformer en opportunité ou en chance, avec un peu de chance, pardon, mais en opportunité, en facteur moteur pour mon projet professionnel et personnel, retrouver le David que j'étais avant et le jeune homme ambitieux, etc.
le sport m'a permis de pouvoir me rediriger vers un projet paralympique. Voilà, j'avais une chance de pouvoir, ou une deuxième perche, j'ai envie de dire, de pouvoir surface, sans mauvais mot, pour pouvoir vraiment aller jusqu'à ce qu'il y ait le haut niveau, bien sûr, après tout ce que ça comprend, l'exigence, la dynamique dans laquelle on s'inscrit. Et c'est une école de la vie après, hein, c'est un outil et une motivation quotidienne tous les jours, puisque je vis, je mange, je dors natation, quelque part, ou du moins sport, parce que mon projet de vie tourne autour de ça aujourd'hui, quoi. Donc, il y a d'autres choses qui se greffent autour, hein, comme on l'a dit, et on en va en parler aussi pour d'autres éléments, d'autres choses, mais c'est le sport qui m'a redonné cette trajectoire et l'envie de me battre, d'avancer et de retrouver une place, une identité et une reconnaissance aussi en tant que personne sportive. Voilà, quand on fait ce choix d'être athlète de haut niveau, on oublie le reste, quoi. À l'entraînement, on est à l'entraînement, on doit se comporter comme un athlète de haut niveau, avec tout ce que ça demande, quoi. Soit l'entraînement, diététique, la prépa physique, la muscu, enfin, voilà. Et le mental qui va, qui bien sûr. Et justement, tu le disais, tu as réussi à être 2 fois champion paralympique de natation et bien d'autres titres. Et j'aimerais justement qu'on revienne un peu sur ton palmarès, parce que tu en as parlé, mais pour que vous rendiez un petit peu plus compte de qui on a avec nous aujourd'hui, en un peu plus de 15 ans de compétition, tu as réussi à décrocher 9 médailles, dont 2 en or, en 4 Jeux paralympiques, 10 médailles mondiales, dont 3 en or, 11 médailles européennes, dont 3 en or également, et ce record dont tu parlais au niveau national de 153 titres de champion de France. Alors moi, forcément, je me pose une question. Comment on fait pour garder cette motivation et cette envie toujours d'aller décrocher des nouveaux titres? On n'en a jamais assez finalement? Ah ouais, on est toujours ambitieux, c'est le propre du sportif de haut niveau, et puis en même temps, c'est notre ADN aussi. Pas à outrance, mais il y a quelque chose qui est commun à tous les sportifs, c'est l'envie de réussir, de rester à très haut niveau. Gagner un titre, c'est une chose, le conserver ou en gagner d'autres derrière ou d'autres médailles, c'est encore autre chose, quoi. Et puis à travers chaque Olympiade ou Olympiade, il y a une histoire, hein. Les premiers, c'était la découverte, un rêve. D'Athènes, voilà, en 2004. Pékin en 2008, ensuite, c'était pour moi une consécration évidente. Il fallait que je brille absolument. J'allais chercher ces médailles d'or pour moi, pour la France, pour pas mal de raisons. C'est ce qui s'est passé. C'était un soulagement avant d'être un plaisir, parce que j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et je voulais avoir cette reconnaissance du monde en général, du sport bien sûr, mais du monde en général. Londres, ça a été la phase de 3. On dit jamais 203, mais en même temps, c'était un sacré défi. Et puis, j'ai été bien accompagné aussi, donc c'était un projet différent. Rio n'a failli pas se faire. J'ai été blessé gravement en 2013, et puis finalement, je me suis dit, tu peux pas arrêter ta carrière comme ça, c'est pas possible. Donc, une façon de remonter aussi la pente, de refaire surface une nouvelle fois, et puis d'aller chercher 2 médailles au championnat du monde un an avant les Jeux, et puis après de pouvoir emmener toute ma famille et tous mes proches à l'époque, enfin les principales, les 3 personnes, en tout cas de la gente féminine qui étaient les plus proches pour moi, qui ont eu ma famille qui est venue me voir en fait en compétition, notamment ma sœur qui avait jamais connu ça. Voilà, mon ex-compagne aussi qui était présente à ce moment-là, et c'est des moments de vie, de partage qui sont incroyables, quoi, de partager ce moment de bonheur avec les siens, surtout quand on est sur le podium, c'est exceptionnel. Et puis pour moi, une façon de ne pas arrêter encore une fois sur une blessure, et de dire j'arrêterai ma carrière quand j'aurai décidé de l'arrêter et pas avant. Et puis il y a eu cette candidature de Paris 2024 que j'ai accompagnée aussi. Je me suis beaucoup investi, donné beaucoup de temps. J'ai fait partie de ce voyage incroyable à Lima en 2017 avec la victoire de Paris qui a été un moment juste magique dans une vie, au même titre que ma médaille d'or ou mes médailles d'or, la Marseillaise, etc. Là, c'est la victoire de Paris 2024. On en a tous pleuré comme des enfants. Et puis, une fête pendant 11 heures dans le vol retour. Un avion en particulier aussi, voilà, du monde. Est-ce que voilà. selon toi, c'est ton plus beau souvenir, justement? Pardon, est-ce que quoi? Est-ce que c'est ton plus beau souvenir? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus pour l'instant depuis le début de ta carrière? Chaque histoire est différente. La première médaille à Athènes en bronze, après avoir été 2 fois quatrième, ça a été un soulagement incroyable. Et je voyais cette médaille comme de l'or, quoi. Pour moi, c'était incroyable. C'était vraiment fantastique. C'était un aboutissement en Enfin soi. sur le podium. Ouais. Et puis mes premiers jeux. Donc, je me dis, si tu te rates, c'est dans 4 ans après. Et puis, le temps aussi qui va avec. Hein. Je nage 39,51, un temps que j'ai jamais nagé. J'ai jamais nagé sous les 40 secondes dans ma catégorie. C'était quelque chose d'important. Un record de France. Je gagne la médaille pour 16 centièmes. C'est vraiment un bout de doigt qui vient toucher la plaque avant mon rival à côté, qui est mon ami et mon plus grand rival aussi, Richard Uribe à l'époque, espagnol, qui avait gagné les 3, 50, 100 et 200 à Sydney en Australie 4 ans avant. Donc triple champion paralympique. Voilà, on a un client sérieux. Et
Pour la petite anecdote, je vois une ombre à côté de moi, à quasiment 5-6 mètres de la ligne d'arrivée, enfin du mur. Mhm. C'était à 50 mètres nage libre et je me dis, tu as des chances, quoi. Tu es à côté, c'est que tu pas loin. Et puis je baisse un peu plus la tête, je me détends un peu plus, j'essaie de me grandir dans l'eau. Puis on est sur le même coup de bras à l'arrivée et je touche juste avant lui, quoi. Juste avant lui. Donc une prise de confiance par en soi qui était énorme. J'ai vraiment gagné en maturité, en confiance en moi, une reconnaissance, une première. Ouais. Déjouer tous les pronostics, c'était important aussi. Et puis Pékin, la consécration, voilà. Ensuite Athènes, ben voilà, comme je l'ai dit, c'est la phase de 3 et chaque histoire a été différente. Donc euh, on a envie de rester à ce niveau-là, on a envie de briller, on a envie de continuer notre carrière, on a envie de profiter de ces moments, de vivre de ça, de notre passion et de continuer à en profiter. Et voilà, de gagner notre vie avec ça aussi, de le partager. J'aurais aimé emmener tout le monde, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais une grande partie de mes proches, de ma famille. J'ai pu le faire à Rio, ça a été un moment, une consécration aussi par rapport à beaucoup de travail, des stages aussi, pendant lesquels j'ai été accompagné aussi, Mhm. et de le vivre après cette consécration sous la forme d'une finale et d'une médaille, ou de plusieurs finales mais d'une médaille à la fin. C'est aussi un moment que j'ai partagé avec des personnes qui me sont très chères et c'était important aussi, quoi. Donc Que des beaux moments. voilà. Puis la reconnaissance qui avance, les médias aussi, les sponsors, il y a plein de choses qui ont évolué et qui m'ont donné envie de persister, de rester à ce niveau-là, quoi. C'était l'objet justement d'une de mes questions, qu'on abordera un peu plus, la question médiatique, surtout quand on est athlète paralympique. Mais avant ça, on a une question Oui. de Teladus. Je ne sais pas si je prononce bien votre pseudo. Combien d'heures par jour vous entraînez-vous? Alors peut-être que tu peux nous donner finalement un peu ta journée type, puisque je pense que tu Oui, vas te lever tôt le matin, te coucher tôt le oui. soir, réfléchir sport, manger sport, Ça dormir. fait 3 jours que je me couche un peu trop tard d'ailleurs. On a bon, les histoires de vaccins qu'il faut qu'on gère, les histoires de promotion ou de réponse à des médias pour une candidature en cours dont je parlerai tout à l'heure aussi, qui me concerne directement et qui concerne les équipes de France et l'équipe de France en général. Mhm. On va en parler après. Mais alors, en 2 temps, bien sûr que ça concerne un volume d'heures très important. En l'occurrence, c'est 8 séances dans l'eau, 2 à 3 muscu. Donc, j'ai environ 20 heures par semaine d'entraînement et derrière, comme ce matin encore, grosso modo 1 heure et demie de kiné. Voilà, j'ai 2 séances par semaine de kiné pour être sûr d'être prévoyant par rapport à d'éventuelles blessures et puis que ça contribue aussi à ma récupération et à un équilibre aussi physique pour être le mieux dans l'eau possible et en muscu aussi. Voilà, on charge beaucoup, on force beaucoup, donc c'est important. Alors, au rythme de combien de séances par semaine, je viens de le dire, 8 dans l'eau et 3 muscu ou 2 muscu. Et le matin, ça commence 6h moins le quart, 7h moins le quart dans l'eau, 6h45 dans l'eau. Ah ouais. Donc le réveil sonne le matin tôt, hein, 5h30, 5h20. Je pars de la maison, c'est 6h15, 6h20 pour Mhm. être à la piscine et avant l'entraînement et nager à 6h45. On finit l'entraînement vers 8h15, 8h30, 1h45 dans l'eau, grosso modo. Voilà. Derrière, soit j'ai une séance de muscu, soit je vais en kiné, soit je rentre chez moi et je bosse mes différentes activités professionnelles, notamment ma société. Mhm. J'avais tout à l'heure mes associés, entre guillemets, ou du moins une personne pour qui je travaille, une école de coaching et on est vraiment en ce moment en plein dans ce rythme intense de formation, de reconnaissance, de label de formation, et d'agrément officiel, etc. Mais il y a du contenu, il y a des démarches vis-à-vis de la presse aussi qu'il faut qu'on fasse, valide du contenu aussi pour qu'on soit encore meilleur dans nos interventions futures. Donc je bosse pour ma société, pour le département aussi, des sollicitations, des interventions pour le département de l'Isère, ça m'arrive souvent aussi. Donc voilà, et puis si j'ai pas de séance de muscu ou de kiné et que je bosse pas, j'essaie de me reposer, ce qui est rare. En l'occurrence, c'est plutôt en début d'après-midi quand je peux un petit moment. Voilà, souvent je repars à l'entraînement. Hier, j'ai une séance le matin dans l'eau et une séance de muscu l'après-midi. Ça aurait pu être un enchaînement des deux. Bon, ce matin, c'était natation kiné, pardon. Mhm. Demain, ce sera 2 fois natation, matin et après-midi. Vendredi, ce sera natation et muscu. Voilà. Et samedi, une séance dans l'eau le matin pour récupérer aussi. Wow. Je Donc, mange à midi comme tout le monde. Alors, le matin, un petit déjeuner est très important pour moi comme sportif. Le midi aussi. Et le soir, encore plus. Les 3 repas doivent être cumulés, répondre à un besoin nutritionnel dans la journée. C'est un volume vraiment journalier que je surveille et pas un volume uniquement par repas ou une qualité par repas. et tu as quelqu'un pour t'accompagner justement là-dessus, David? Oui, Ouais. depuis, je mangeais bien et voilà, j'ai toujours bien mangé, un peu gourmand parfois, mais
des bonnes choses. J'ai une alimentation qui a toujours été saine, qui a été équilibrée et assez riche en différentes choses. Donc, voilà. Et puis, j'ai pris conscience depuis 2 ans que j'avais pris un petit peu de poids quand même. Pour être hyper athlétique et pour être hyper tonique, il faut faire attention. Et qu'avec un âge un peu plus avancé que les petits jeunes qui ont 20 ans ou 18 ans, je rappelle que j'ai 46 ans cette année, donc c'est pas innocent non plus à très haut niveau. Eh bien, il faut faire attention à tout ça. Et donc, j'ai pris l'initiative de consulter un diététicien en la personne de Romain Giroud, voilà, un ancien athlète de haut niveau en football, qui se trouve être le frère d'Olivier Giroud. Ouais. Et Romain m'accompagne comme d'autres sportifs au quotidien dans ma nutrition et dans ma diététique. Un, dans un volet préventif, c'est très important. Et deux, dans la recherche de performance aussi. Un poids de corps idéal, un poids de forme, pour être le plus athlétique possible, le mieux dessiné, le plus efficace dans l'eau, et puis tirer le moins de poids possible aussi, quoi. Voilà. Alors, on a une question de Dracha91. Est-ce que tu penses que tu pourras aller jusqu'à Paris 2024 comme runner? Comme par hasard. La question qui revient souvent en ce moment. Je me doute. Capable, oui, je pense. Est-ce qu'après, j'en ai l'envie, ou du moins de faire tous les efforts qu'il faut pour aller jusque-là, c'est encore autre chose. C'est de nombreuses contraintes, c'est un plaisir avant tout, ce sont des exigences quotidiennes, mais qui animent mon quotidien, qui me donnent une ligne de conduite qui est la mienne, mais qui me permet d'être performant dans de nombreux domaines, pas que dans mon sport, mais aussi dans mes conférences, dans mes interventions, pour pouvoir transmettre le mieux possible. Une rigueur aussi, mais c'est contraignant quand même. À très haut niveau, c'est beaucoup de travail, comme on l'a dit, 20 heures, 21 heures par semaine, qui ne laisse pas beaucoup de place à autre chose, un petit peu quand même, mais pas forcément de la façon la plus évidente. Bon, tout ça pour dire que... Est-ce que ce ne serait pas la consécration finalement, les Jeux en 2024 chez nous, à Paris? Ça peut être une forme de consécration, oui, sur le plan sportif. Il y a un autre honneur qui pourrait m'être donné d'ici quelques mois, puisque j'ai été officiellement retenu comme candidat pour être porte-drapeau pour la France. Ouais. Je ne voulais pas en parler tout de suite, mais ça fait partie de l'histoire aussi, donc j'en parle un instant. Et si c'est un rêve personnel, c'est aussi une consécration vis-à-vis d'un pays, une reconnaissance d'une nation, etc. Et bon, je rappelle les gens qui ont porté ce drapeau, il y en a quelques-uns qui sont prestigieux, des noms comme Martin Fourcade, Teddy Riner, mon cher copain Michael Jérémias aussi, qui était très bon joueur de tennis en fauteuil, il était numéro 1 mondial quelques temps aussi. Je pense à Ray Jackson Richardson aussi, je pense à Tony Estanguet, voilà, des gens qui ont un palmarès incroyable. Donc, et donc voilà, Tony est notre président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Voilà. Et du coup, et ancien membre de la commission olympique, comme je l'étais au niveau paralympique d'ailleurs. Et du coup, c'est quelque chose qui est bien sûr un rêve aussi de participer aux Jeux en France. Je l'espérais pour 2012, c'est pas arrivé. On a raté les coches et on a eu Londres en 2012, mais c'était très bien aussi. Maintenant, 3 ans, c'est long, c'est loin. Tokyo, ça ferait 5 Jeux. Je touche du bois, comme on dit. Tout se passe bien jusque-là et que j'arrive à me qualifier et puis que tout aille dans le bon sens. Mais 5 Jeux et j'espère cette 10e médaille qui m'a manqué aussi pour un 100e à Rio, m'obligeant à attendre le dernier jour pour aller chercher l'argent sur le 50 mètres nage libre. Donc, c'est loin, 3 ans. C'est très loin et peut-être que si j'avais la chance d'être porte-drapeau, ou l'honneur, en tout cas, plutôt le mérite ou l'honneur d'être porte-drapeau, ça serait une bonne façon de tourner la page et de dire, voilà, ma carrière, elle est bouclée, ça, c'est la cerise sur le gâteau et la boucle est bouclée, donc je transmets maintenant. Donc voilà, c'est un peu plus peut-être ça. En plus, du coup, tu le disais, tu es candidat pour être porte-drapeau, alors non pas de la délégation paralympique, mais si j'ai bien compris, il y a une unification entre la délégation olympique. Non, alors, non, Valentin, je t'interromps là-dessus. Il y aura 4 porte-drapeaux. Alors déjà, il y a une particularité. Tokyo 2020 va mettre en avant, au niveau olympique et paralympique, 2 porte-drapeaux. La délégation sera dirigée ou guidée par 2 personnes, un homme ou une femme et un homme. Donc on aura un binôme, porte-drapeau et olympique et paralympique, donc ça fait 4 personnes choisies et pas 1 et 1. Mais par contre, 4 parce qu'on aura bien 2 porte-drapeaux distincts au niveau olympique et au niveau paralympique. Ce n'est pas une seule équipe de France qui vont partir aux Jeux. On n'aura pas une seule compétition, mais bien 2 compétitions d'affilée, les Jeux olympiques puis les Jeux paralympiques. Voilà. Donc il y a quand même une unité qui est importante. On a une ambition affichée de 75 médailles, olympiques et paralympiques, dans le bon sens du terme.
Mais on aura 2 cérémonies, on aura 2 compétitions. Voilà, c'est deux événements bien distincts. Voilà. D'accord. Il y a une question de la Vessière, Alexandra de la Vessière. Est-ce que l'ambiance au sein de l'équipe de France est un vecteur de motivation? Es-tu très proche des autres athlètes? Est-ce que vous C'est vous une très rencontrez? bonne question, une bonne remarque. Tu allais dire, Valentin, je t'en prie? Je disais simplement, est-ce que vous vous rencontrez régulièrement justement pour, est-ce que tu vois justement dans cette ambiance, parce que effectivement, d'autant plus en ce moment où c'est compliqué, est-ce que vous avez quand même des rencontres régulières pour garder cette ambiance, garder cette motivation pour les... Pas assez à mon goût. On essaie de communiquer entre nous, on le fait le mieux possible, le plus possible. C'est aussi le rôle du guide et du capitaine, à la fois du porte-drapeau, d'emmener dans son sillage cette équipe de France et de créer cette dynamique, etc. J'ai eu la chance de croiser des copains ou de les rencontrer en compétition internationale. Au jeu, c'est pas facile. On est dans notre compétition, on a du mal à s'en écarter et on n'a pas forcément le temps pour ça. On est toujours à l'entraînement, mais quand on n'est pas en course, moi j'ai des jours d'entraînement entre mes épreuves. Hein. Je suis pas en vacances à ce moment-là, loin de là. Donc c'est difficile. J'ai pu aller voir le tennis, les copains du tennis à Rio, mais c'était une exception. Et en plus, la natation, on commence le premier jour, on finit le dernier jour, donc c'est compliqué de faire autre chose. Mhm. Et on est là pour performer en plus. Mais il y a une très bonne ambiance. On est aussi là pour la créer, cette ambiance, pour la rendre la meilleure possible. Avec les mots d'un capitaine, d'un porte-drapeau, c'est essentiel. C'est vraiment notre rôle aussi de leader, de grand frère un petit peu aussi. Notamment, je pense à mes camarades en natation qui sont pour certains plus jeunes que moi, qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Et on a aussi un rôle de porte-parole, c'est important. Mais on essaye d'avoir une ambiance qui est fantastique. En ce moment, c'est le cas en natation dans la délégation, dans la discipline, dans l'équipe de France en natation. Elle est top. On a tous nos défauts, nos qualités, mais elle est vraiment. Il y a une bonne sérénité, une bonne dynamique, ça c'est sûr. Mhm. Et elle l'est aussi dans l'équipe de France paralympique en général. Moi, j'ai toujours essayé de soutenir les copains, de parler avec eux, de m'intéresser à leur sport aussi. Et voilà, c'est pas forcément le cas de tout le monde, mais j'ai pris le temps parce que j'ai été aussi euh, élu à la commission des athlètes de l'IPC, élu par l'ensemble de la délégation française avant tout, mais aussi après par l'ensemble des sportifs, quels qu'ils soient, de toutes les disciplines aux Jeux paralympiques, quoi. Mhm. Les membres de la commission des athlètes sont élus au niveau olympique ou paralympique hein, par tous les sportifs. Voilà. Au niveau paralympique, ça représente 4300 athlètes qui votent. Et on a eu des votes pas loin des 100% en plus. Wow. Et au niveau olympique, c'est pareil. Hein. Donc, bon, ils sont un peu plus nombreux. Il y a 10 000 athlètes, mais il y a plus de sport et puis, bon, plus de monde. Mais non, c'est très important. L'ambiance, elle est incroyable, quoi. C'est un moment particulier. Hein. C'est une fête, les Jeux. On a envie d'être prêt et de montrer le meilleur de nous-mêmes. Et on pense forcément aux copains qui peuvent avoir des déceptions aussi sportives, les rebooster pour qu'ils arrivent à rebondir quand ils ont une chance d'avoir une deuxième épreuve. Et puis, consoler aussi certains qui ont eu des grands malheurs, quoi. Ouais, bien sûr. Des blessures, des accidents graves. Deux exemples simples. En 2004, on a une fille qui était en tête de l'équitation. Alors, c'est du dressage au niveau paralympique, Mhm. para-équestrienne, enfin para-dressage. Il n'y a pas assez d'obstacles au niveau paralympique pour l'instant. Et elle a perdu son cheval dans la deuxième partie de course, pas de course, de concours, de compétition. Il y avait quand même un peu des figures libres, des figures imposées. Et elle est en tête le matin. Et le plus beau reste à venir parce que c'était la partie libre. Elle a proposé son propre parcours, sa propre, démonstration, son propre programme. Et le cheval a été victime d'un arrêt cardiaque. Il est tombé par terre, elle était dessus. On a eu peur pour elle aussi. Mhm. Donc c'est le drame. Ancienne jockey, donc cheval de course, accidentée à cause d'un accident de cheval. Elle rebondit aux Jeux paralympiques de la plus belle des façons avec le dressage et elle finit pas l'épreuve parce que son cheval décède. Donc ça a été très très violent et dur de trouver les mots pour la réconforter. C'était très difficile. Le président à l'époque, Jacques Chirac, lui a offert un cheval pendant qu'elle était encore au jeu. Il y a eu une grande concertation pour l'aider à la supporter. Mhm. Puis ça peut être une déception sportive, un faux départ, ça peut être un problème technique, ça peut être plein de choses qui peuvent enrayer la machine et créer des problèmes. Ça peut être une blessure grave. Bah, Athènes, on a eu des cas de blessures. Un paracycliste ou un athlète, plutôt non, en fauteuil, en athlétisme, qui dans le village s'entraînait, il a pris un bus, il y a eu un accident incroyable, donc dramatique, sans oublier un quart d'enfant, mais ça c'est encore autre chose, un quart d'enfant qui est venu nous voir des écoles en Grèce et avant ma finale, et 33 morts, un accident dramatique aussi. Mais une blessure sur le terrain, Rio, une de mes amies de l'équipe de France paralympique, Sandrine Martinet, qui a eu un grave accident. Elle se casse la cheville à Londres en 2012. Elle ne peut pas finir son combat et 4 ans après, elle va chercher le titre. Wow.
C'est dur hein, quand on est blessé comme ça de ne même pas pouvoir défendre ses chances parce que la douleur est trop intense et la douleur est trop difficile à surmonter. Mais ça peut être simplement une épreuve qu'on rate, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup plus fort que nous à un moment donné, on avait un coup de malchance, je sais pas. Donc on est là aussi pour ça, hein. Nous, expérimentés en général, un peu plus armés, un peu mieux. Puis après, si on a cet honneur ou ce poids aussi, cette responsabilité, quand on est porte-drapeau, masculin ou féminin, de jouer ce rôle aussi de leader, quoi, et puis d'être proche de nos camarades pour les remotiver et les aider aussi quand c'est difficile. Tout à fait. Il y a une belle dynamique en tout cas. L'équipe de France avec un super staff aussi. L'équipe de France n'est pas la plus grande nation, la plus nombreuse, mais enfin avec le plus grand nombre de sportifs, mais on a nos atouts aussi. Et on va les faire valoir. Parfait. Alors, on va revenir peut-être un tout petit peu rapidement sur ton entraînement, puisqu'on a une question d'Étienne Nancy. T'arrive-t-il de t'entraîner via d'autres sports que la natation, histoire de varier un peu justement ton entraînement? Oui, ça arrive. C'est une bonne question. Je roule un petit peu quand je peux. Pendant le confinement, pendant les 3 premiers mois, il y a un an, le premier confinement, la première partie de cette pandémie, qui nous a tous paralysés entre mars et mai-juin. Je suis allé rouler à côté de chez moi, je faisais du fauteuil, quoi. Une espèce de footing, mais version fauteuil. Ça me faisait les bras et des côtes assez raides quand je sors de la maison. Donc, puis j'ai découvert un autre environnement, je suis allé me balader un petit peu. 1 heure à fond, parce que c'était sollicitant, c'était contraignant physiquement, c'était dur. Puis ça m'a obligé à faire mieux, puis surtout obligé à aller chercher la force du mental dans quelque chose que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, très très bien. Même si j'aime bien rouler de temps en temps, je fais quelques courses parfois pour des actions importantes, soutien à des associations, à des maladies, donc je vais rouler aussi. Je suis un des rares d'ailleurs à rouler parmi, en tout cas dans le département de la région, parmi les athlètes valides. Et d'autant qu'on on voit très bien le paysage derrière toi, hein. C'est un paysage assez Oui. Donc je pense que Oui, ça doit être effectivement très intense pour toi. c'est vallonné ici. Alors je vais pas aller très 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 loin, même si je l'ai déjà fait il y a quelques années pendant les Étoiles du Sport, et j'en profite pour saluer les 2 fondateurs de ces belles Étoiles du Sport, Sébastien Foucras et Benoît Eken, pardon, qui a vraiment toujours mis en avant les équipes de France olympiques et paralympiques, et c'est des moments hyper intenses. J'ai fait les universités d'été dans le Cantal, et j'avais tenu à l'époque à faire une des étapes, la première, en fauteuil, comme tous mes camarades qui étaient partis à vélo. Donc, autant dire que je suis parti plus tôt qu'eux, 1 heure avant, et je suis arrivé 1 heure après. 4h15 pour faire 45 km, ça a été un moment dingue. Mais j'étais très fier de ce que je faisais. Et voilà, c'est une opportunité de faire des choses un peu différentes, des sports différents. Et bien sûr, du ski. Je suis dans les Alpes, et que ce soit du ski alpin ou du ski de fond, j'aime bien me tester sur d'autres choses, prendre plaisir en ski de piste, et puis quand j'ai un peu de temps. Et puis en ski nordique, en ski de fond, on a la Foulée Blanche à laquelle je participe chaque année. J'en suis l'un des parrains aussi, en tant qu'ambassadeur du sport pour le département de l'Isère. Et ça a été un bon moment de découverte aussi, quoi. Quand on est sur une coque assis et qu'on pousse qu'uniquement à la force de ses bras, c'est aller chercher dans ses retranchements quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas toujours très très bien, et se mesurer à d'autres sportifs. J'ai fait une Coupe de France de ski nordique comme ça aussi. J'ai fait une Coupe de France de biathlon. J'ai essayé en tout cas. Voilà. Ça te permet de sortir un petit peu du bassin, mais de garder toujours cet esprit de compétition. Ouais, de faire d'autres choses, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, avant que je C'est continue... plaisant, le terrain de jeu, le terrain de sport ici, il est fantastique. Donc, ça pour aller rouler à Grenoble, dans la vallée, là en bas, quand on va à l'université, il y a une piste cyclable là, qui est toute neuve, qui traverse toute la vallée en bas. Je l'ai fait X fois pendant le confinement. C'est fantastique, quoi. Ça change, c'est agréable, c'est un peu plus ludique que la natation peut-être parfois. Bon. Mais varier, c'est bien. Donc, j'essaye, quand j'ai un peu de temps, de faire autre chose. Quand tu as un petit peu de temps, quoi. Il faut le trouver. Oui, parce que dans l'année, en général, on est vraiment à 100% sur la natation. Et voilà, c'est quand on a des opportunités ou des obligations de faire autrement parce qu'on n'a pas la possibilité de s'entraîner ou de nager, je ne pouvais pas ne rien faire, c'était pas possible. Donc, j'allais rouler à la place. On a une question très intéressante de Stelladius. Est-ce que les compétitions sont mixtes en paralympique? Et sinon, que penses-tu de dégenrer les compétitions, ce dont on entend beaucoup parler? Alors, la première partie de question, je l'ai entendue. La deuxième, que penses-tu de quoi? Sinon, que penses-tu de dégenrer les compétitions? D'accord. Alors, c'est le cas au niveau handisport, au niveau paralympique, et bien sûr les 2 épreuves féminines et masculines en natation, en athlétisme et dans d'autres sports.
basket, escrime, etc., ou tous les sports quasiment, hein, bien sûr, même tous les sports. Il n'y a pas d'équipe de France et 6 foot pour les déficients visuels aujourd'hui. On n'a pas d'équipe de France féminine de boccia, une espèce de pétanque pour les grands handicapés, on va dire. C'est un sport officiel et important qui d'ailleurs, on va voir notre première équipe de France participer à Tokyo, on en est très très fiers. Mais en natation, au championnat de France, on a un format mixte. On nage en série et en finale avec des filles. Ça rehausse le niveau, la densité de et c'est un classement au point après. Donc, oui, on a des compétitions qui sont mixtes. C'est un classement, je suis sûr, par exemple, c'est un classement général mixte aussi, avec un niveau de performance qui n'est pas toujours évident à comprendre, mais bon, en tout cas, oui, on essaye. Très bien. Et alors, moi, j'ai une question aussi que j'aimerais te poser parce que on a abordé tous tes succès et c'est vrai que c'est impressionnant. Mais je pense que dans une carrière de sportif de haut niveau, on rencontre aussi, on fait face à des défaites. Oui. Oui. Donc, avant de gagner, je pense qu'il faut savoir perdre et apprendre de ces échecs-là. Comment toi, tu as réussi à te relever de chacune de ces défaites pour te dire, bah, justement, la prochaine, c'est moi qui la gagne? Apprendre à gagner, c'est d'abord apprendre à perdre. On n'a pas le choix, on n'a pas de surpuissance, on n'est pas des extraterrestres. Donc, arriver en compétition internationale ou même sur une compétition même nationale et dire je vais tout gagner tout de suite, c'est pas possible, quoi. Sauf si on s'est entraîné en secret pendant des années et qu'on arrive après la surprise, mais bon, voilà, ça n'existe pas. On apprend à perdre. C'est parce qu'on apprend de nos défaites qu'on reconstruit mieux en compétition, qu'on ajuste, qu'on adapte, qu'on reprogramme et qu'on arrive à être performant. La défaite, là, quelque chose de très intéressant, quoi. C'est d'aller chercher des solutions pour trouver comment faire pour gagner ensuite. Et ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours pour tout, pour l'entreprise, pour le travail, pour la vie personnelle aussi. Qu'est-ce qu'on a fait de bien, de moins bien, corriger ses erreurs pour pouvoir être plus efficace. Donc, dans le sport, c'est super important. Et ben, en ça, je veux dire que quand on apprend et qu'on arrive à accepter l'échec, la difficulté, et notamment l'échec, on prend, on en tire les leçons et on progresse. Voilà, il y a des choses qui sont des fois douloureuses, des moments qui sont douloureux, des périodes qui sont douloureuses, des moments de douleur parce qu'on a perdu, parce qu'on n'a pas réussi à trouver les solutions, parce qu'on espérait tellement une épreuve et qu'il ne nous a pas forcément souri. Voilà. On doit apprendre ces choses-là, donc c'est important. Et ça fait partie du processus de victoire aussi. Et justement, quel conseil tu donnerais à un sportif, mais aussi, par exemple, je ne sais pas, une personne, un collaborateur dans une entreprise qui est des échecs et qui voudrait pourtant, avec du travail, atteindre ses objectifs? Quel conseil concret, pragmatique, tu pourrais lui donner? Il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. C'est arriver à reconstruire après un projet qu'on a voulu ou qu'on a vu aboutir à un moment donné à un échec, malheureusement. Et ne pas hésiter à se remettre en question, c'est important. Maintenant, l'adaptation, la conduite du changement, c'est quelque chose qui est délicat en France. On a du mal à faire face à ces choses-là et se dire je vais changer de voie, de boulot, je vais changer de méthode d'entraînement, l'entraîneur, etc. Et le conseil, c'est qu'il faut persévérer dans l'adversité, pardon, qu'on est meilleur. C'est dans la difficulté qu'on progresse et pas dans une sorte de médiocrité ou de satisfaction personnelle parce qu'on se dit oh, j'ai atteint un certain niveau, ça me va bien, quoi. Bah, oui, c'est peut-être satisfaisant pour certains. Côté compétiteur de haut niveau, ça marche pas, quoi. Donc, apprendre de ses échecs, accepter la diversité, la conscience, c'est aussi sortir de sa zone de confort et accepter de progresser. C'est comme ça qu'on progresse. Dans tout, hein, ce qu'on fait d'ailleurs. Pas que dans le sport. Le sport n'est qu'une très bonne école de la vie et dont les éléments sont valables dans tout, hein, bien sûr. Donc, selon toi, on ne naît pas champion, on le devient finalement. Je ne suis pas né avec une médaille autour du cou, en or, ni avec une médaille et on ne naît pas mental de champion. Non, alors le mental, on peut avoir des facteurs de caractère qui sont propices à réussir à très haut niveau, ou à réussir des défis assez incroyables, bien sûr, ça existe. Maintenant, on n'est pas avec une médaille autour du cou, on va la chercher cette médaille et la confiance, ça se gagne. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup du mentor de Yannick Noah, un joueur de tennis nord-américain qui était le premier vraiment très connu et qui a fait changer aussi les mentalités. Arthur Ashe disait si l'une des clés de la réussite ou du succès, bon, peu importe la victoire, c'est la confiance en soi, eh bien l'une des clés de la confiance en soi, il disait, c'est la préparation. Et c'est très très vrai.
À apprendre de ses échecs, c'est apprendre à mieux se préparer aussi. Et tout est principalement une question de travail. Il n'y a pas de victoire facile. On est toujours à fond dans l'entraînement. On est toujours, comment dire, il y a une remise en question, quoi. Ouais. On n'est pas forcément champion d'état éternel. Je ne suis pas qualifié à Tokyo, pas à Rio, ou même à Londres parce que j'ai été médaillé en or plusieurs fois à Pékin. Hein. Pas du tout. 4 ans avant. Pas du tout. C'est parce que j'ai fait que je pouvais me requalifier et que j'ai fait les temps pour. J'ai fait les minima pour. J'ai fait les temps de sélection, quoi. Sinon, ça ne marche pas. Et Rien malgré n'est jamais ça, acquis dans le sport. ouais, tout à fait. Et donc, on doit continuellement se remettre en question. Et malgré tes victoires, justement, parce que avec tous les succès que tu as eus, est-ce que ça t'arrive dans l'année d'avoir une baisse de motivation, de te dire, bah voilà, j'en ai un peu marre d'avoir une routine similaire tous les jours, de faire tous ces entraînements, etc. Est-ce que ça t'arrive? Oui, Ouais. Et bien comment, sûr. justement, Bien sûr. Et en se levant tous les jours à 5h30, des fois on a envie de dormir, on se dit, bon, même si je me suis couché tôt, etc. Hmm. Clairement, je suis rarement devant même puis rarement, je suis jamais devant la télé le soir, sauf le week-end parfois pour regarder un film ou un truc, mais sinon, la semaine, je vais pas me permettre d'être couché à 11h, à 11h30 ou je sais pas à quelle heure parce que je m'entraîne très tôt le matin et c'est mon boulot, donc non, non, c'est pas possible. Hmm. Donc bien sûr qu'il y a une perte de motivation parfois, ça arrive, un coup de fatigue, certaines lassitudes pour les choses. Là aussi, c'est quand on arrive à se remotiver, qu'on va chercher motivation, qu'on arrive à être encore plus exigeant que soi-même, mais que la finalité, elle est belle, que la finalité, elle est victorieuse, elle est super parce que on gagne en tout, en performance, en confiance en soi, etc. Donc, j'essaye de Et, faire de mon mieux pour me remotiver. Et chaque histoire, encore une fois, est très très belle. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai réussi à être motivé depuis 20 ans? Ben, c'est le défi perpétuel. On est en soif de victoire, de défi. hmm. Moi, j'ai horreur de m'ennuyer hein, et s'ennuyer parce qu'on a parfois l'impression que tout est facile. C'est pas possible, quoi. C'est une remise en question perpétuelle et c'est un défi avec d'abord le principal. Après, le reste, c'est l'opposition à l'adversité, c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas la seule chose, quoi. Ouais. Et est-ce que tu dis que c'est pas la seule chose justement? Est-ce que tu penses qu'avoir un environnement qui te permet de continuer à avoir cette même motivation, une famille, des amis qui comprennent et qui te soutiennent Oui, dans tes projets, c'est important pour toi? bien sûr, un soutien proche, conjoint, conjointe, peu importe euh, nos orientations sexuelles, on va dire. Je aussi toutes les personnes qui sont victimes de harcèlement et victimes oui, de harcèlement sexuel ou de harcèlement tout court parce qu'ils ont une orientation, voilà, c'est pas forcément hétérosexuel, mais homosexuel par exemple, comme chez les garçons. Hein, dans le sport, il y a des personnes comme ça aussi, bien entendu, et heureusement, je vais te dire. Mais oui, bien entendu que c'est pas toujours évident. Euh, et euh, Et justement, cet environnement très ce proche qui te soutien, permet. ce soutien, il est très important, quoi. On n'arrive pas à des victoires, à tenir dans l'entraînement tous les jours, on n'arrive pas à être performant tous les jours quand on est tout seul. Il y a ce qui fait du bien, notre entourage. Et quand je dis conjoint, parce que j'ai aussi parlé de ça, mais la famille, les amis, la fierté des parents, l'entraîneur aussi, très important. Hein, le rapport entre leur entraîné est essentiel. Mhm. Donc oui, oui, bien sûr que pour compléter ma réponse, c'est hyper important. Quoi. Tout seul, on n'est rien. On n'est pas... Tout seul, on va vite et ensemble, on va plus loin, comme on dit. Oui, Et, on va beaucoup plus et, loin. Et ça, justement, il y a une très bonne question. Alors, une très bonne question d'Aliénor, et juste après, on reviendra à la question de Tintin Mar sur l'entraînement. Mais Aliénor qui demande, as-tu dû faire beaucoup de sacrifices pour en arriver là? Je dis souvent, ce sont des choix, non pas au détriment d'autres choix, mais plutôt en faveur d'autres choix. Donc oui, j'ai fait une forme de sacrifice. Choix, sacrifice, bon, comme on veut. C'est un peu les deux parfois. Parfois l'un, parfois l'autre. Au quotidien, il y en a quelques-uns, je les ai cités. Hein. Quand j'essaie d'être... Alors quand j'ai pas d'obligation, quand même, j'essaie de dire non, ou j'essaie de gérer les choses le mieux possible, mais
On a tous des contraintes parfois qui sont les malvenues, mais on est obligé de faire. J'essaie de régulièrement coucher très tôt, 21h parfois, c'est mon heure en général en ce moment. J'essaye. Depuis 2-3 jours, il y a des choses qui font que, mais sinon, voilà, c'est grosso modo 21h parce que le réveil 5h30, ça fait tôt. Donc, les séries Netflix, pour toi, il y a des contraintes. Ça m'arrive, mais pendant le confinement ou alors le week-end ou de temps en temps, quand je me mets un bout de série, j'aime bien aussi, bien sûr, mais bon, c'est des choses que je fais pendant mon repas et pas après le repas, ou voilà, ou ça dépend. Là, je suis tout seul, donc elle fait comme ça, mais sinon, si j'étais avec quelqu'un à la maison, je mangerais avec et ce serait plaisir de pouvoir partager ce moment de repas, etc. Donc oui, bien. Bon, on a tous des contraintes et il faut y faire face, quoi. Voilà, c'est comme ça, mais à prendre en compte. Donc bien sûr qu'il y a eu des sacrifices, des moments difficiles, bien sûr que on fait pas comme on veut tout le temps et qu'on est contraint par les compétitions, par les exigences d'entraînement et que bon, c'est comme ça, c'est mon choix aussi, mais c'est des moments qu'on partage après en famille, avec nos proches, nos conjoints, nos compagnes ou autres, copines, petites copines, copains, enfin peu importe. Et je reviens sur la question de Tintamarre aussi, qui est une question intéressante parce que donc moi, j'aime beaucoup le sport et on aime tous le sport chez Staffme. On soutient beaucoup le foot, mais aussi d'autres. Ça me rassure, parce que sinon je serais mal barré, quoi. Et du coup, Tintamarre pose la question, as-tu un entraînement type ou un rituel avant tes compétitions? C'est que par exemple, Raphaël Nadal, Cristiano Ronaldo ont chacun des rituels et encore d'autres. Est-ce que tu as un rituel avant tes compétitions que tu fais avant chaque compétition? C'est une différence dans la question entre l'entraînement type, ce qu'on met en place au quotidien pour être performant, et qui nous rassure à un moment M ou à l'instant T. C'est sûr que j'ai mes petits rituels, je suis un peu casse-pied avec ça d'ailleurs, on me dit qu'il faut que je décharge des choses, enfin que je déleste des choses et je m'en préoccupe pas trop, mais j'ai besoin de ça, c'est ce qui me met en confiance, c'est ma routine. Je suis un petit peu comme Nadal parfois, dans le sens où j'aime bien que les choses soient bien en place. Quand je suis au bassin d'échauffement avant la compétition, avant une course importante, j'ai mes affaires d'entraînement, mais j'ai aussi mes affaires de podium. C'est symbolique, mais parfois on a aussi l'obligation de les prendre parce que si on est sur le podium, il faut qu'on soit capable de s'habiller en fonction. Des serviettes neuves que je mets à un endroit particulier, mes bouteilles d'eau différentes. En général, c'est de l'eau, mais parfois j'ai des petits compléments que je prends à base de phycocyanine, notamment, qui est le pigment actif de la spiruline et qui m'aide au quotidien à être plus éveillé, plus performant. On en parlera d'ailleurs après si tu veux, peu importe, mais j'ai 2 petites bouteilles, mon mini-bar, on va dire, mon mini-bar pour avoir ma boisson. Une routine d'entraînement aussi, à sec, passer avec mon kiné, un lapse time, un temps coordonné, voilà. Mon protocole de course, c'est 2 heures avant une épreuve. 2 heures avant parce que j'ai une demi-heure d'échauffement à sec et j'arrive à la piscine, je prends connaissance de l'environnement, etc. Une demi-heure dans l'eau en général, une demi-heure avec mon kiné pour tout ce qui concerne les combis. On se met en combi, on a aussi des étirements, un petit moment de relaxation, de détente avec le kiné. Puis après, on a une demi-heure obligatoire, quasiment, entre le moment où on va à la chambre d'appel et le temps d'attente en chambre d'appel avant l'épreuve. C'est 20 minutes en général et on prend une petite marge, on prend 10 minutes pour aller jusqu'à la salle, la pièce, dans laquelle on va attendre derrière les tribunes avant d'entrer sur le bord du bassin, voilà, les uns après les autres ou ensemble. Ça dépend des sports. Mais oui, des petits rituels comme ça. J'ai tendance à plier mes affaires quand je suis au bord du bassin. Là, le plot de départ, on a une boîte, on se change avant de rentrer dans l'eau. On arrive, on est habillé, hein, on se déshabille et voilà, on règle les lunettes, des fois, les choses comme ça. Bon, en l'occurrence, je jette pas mes affaires dans le panier n'importe comment. J'aime bien. Je suis assez soigneux en général. Je prends 2 secondes pour. Je les repasse pas, je les plie pas forcément, hein, mais je les plie en 2, je les pose, et voilà. Les baskets, voilà. Bon, une gorgée d'eau en général aussi en chambre d'appel. Je bois un peu pour pas manquer d'eau, pas être déshydraté. C'est important. Mais c'est plus quand je vais en finale. Quand je vais en finale, j'ai toujours une serviette neuve ou propre à l'hôtel dont je me suis pas servi, que je garde pour la finale à chaque fois. J'ai plusieurs serviettes quand j'arrive au bord du bassin. Et j'ai une question d'Étienne Nancy que je voulais te poser justement. As-tu une idole ou un exemple dans le monde du sport, que ce soit dans la natation comme dans d'autres sports, qui t'ont permis justement de dire bah, moi, ce que je veux, c'est d'atteindre ce même objectif pardon, et que cette idole, peut-être que tu l'as rencontrée si tu en as une, et est-ce qu'elle t'a drivé tout au long de ta carrière pour atteindre le plus haut niveau? Les symboles forts dans le sport, les personnes pour lesquelles je suis en admiration de ce qu'ils ont fait de leur parcours, ne sont pas vraiment des idoles, mais des gens qui m'ont inspiré
plus jeunes, ou même dans ma carrière sportive encore en ce moment, hein, qui m'inspirent beaucoup. Dans leur rigueur, dans leur méthodologie, dans leur engagement, quoi qu'il arrive. On parle de longévité. Rafael Nadal est un exemple incroyable dans le tennis. Roger Federer, pareil. Novak Djokovic, pareil. Dans ce sport-là en particulier. Mais en natation, il y a des références incroyables, quoi. Michael Phelps, comment ne pas oublier ces gens-là, quoi. 8 médailles d'or, pardon, à Pékin, sur 8 courses possibles. C'est phénoménal, quoi. Il y en a pas des millions, on est comme ça. Usain Bolt, c'est pareil. Carl Lewis, des gens qui m'ont inspiré. Et pourtant, Carl Lewis n'est pas un nageur, c'est un athlète. Mais ça a été un modèle pour moi, dans le sens, dans l'élégance, dans l'esthétisme, dans la performance. Bien sûr, il y a Teddy Riner, précoce au possible, incroyable, quoi. Un combattant dingue, et ce qu'il pourrait réussir à faire si notre Teddy national il va à Tokyo décrocher l'or, ça serait historique. 3 médailles d'or sur 3 jeux d'affilée chez les lourds, c'est dingue. Tony Estanguet l'a fait en canoë-kayak, bien sûr. J'ai l'admiration pour Yann Torp, médaillé champion du monde du 400 mètres nage libre à 15 ans. J'ai l'admiration pour Alain Bernard, mon copain Alain, qui a été champion olympique aussi sur le 100 mètres, en déjouant tous les pronostics à un moment donné, étant double recordman du monde aux Europes un an avant, enfin même dans la même année plutôt, quelques mois avant. Florent, bien sûr, Laure, notre première championne olympique après Jean Boiteux sur 400 mètres nage libre, qui a bossé comme jamais. Je suis en admiration devant Aurélie Muller, une très bonne copine de l'équipe de France de libre, qui a fait des choses incroyables après une déception dure. Enfin, forcément, c'est un pléonasme, mais je veux dire, un moment au jeu qui a été horrible. On lui a volé une médaille, clairement, quoi. Et elle a fait des choses incroyables pour remonter la pente, en passant par des courses hallucinantes, des courses de 54 km en eau libre, des courses de 10 heures, en voyant même pas l'eau parce que c'était très très sombre, dans un lac, enfin dans une rivière, pardon, avec du courant, avec une rivière qui était très très foncée parce que la terre est rouge au fond de l'eau, et voilà. Pour aller chercher la victoire en plus chez les filles, c'est dingue, quoi. 54 km dans l'eau non-stop. Impressionnant, ouais. Ouais, bon, voilà, c'est des choses qui ne sont pas les mêmes que ce que nous on vit en tant que nageur de compétition course. Moi, mon épreuve la plus longue, c'est un 200 mètres. Je pourrais à la rigueur faire un 400 au niveau national, pas au niveau international parce qu'on n'a pas le droit, mais sauf certaines compétitions comme les Coupes du Monde, on a à Berlin ou d'autres formats, on peut faire le 400 mètres nage libre. Voilà, mais 54 km. J'en ai fait 45 en fauteuil, c'est 4h30, elle a nagé 9 heures dans l'eau. Je suis admiratif des pilotes de Formule 1 dans leur précision de conduite, je suis admiratif de plein de gens, quoi. Pas forcément des sportifs, mais en grande partie des sportifs, mais j'ai la chance non, je reprends. J'ai la chance de croiser de temps en temps et d'avoir pu rencontrer, d'échanger avec eux, des pilotes de la patrouille de France plusieurs fois, dont certains sont des camarades, des amis. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire, quoi. C'est incroyable. J'ai un ami qui est pilote de chasse aujourd'hui, Marty, une bonne connaissance, on va dire. J'ai pas cette chance de le considérer comme un ami, mais quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et je suis en admiration devant ce qu'ils font, leur engagement pour protéger la nation en permanence, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Bien sûr. En étant dans le ciel tous les jours, ils volent peut-être au-dessus de chez nous là en ce moment. Voilà, c'est comme ça. Bien sûr. Donc des gens qui sont inspirants et qui m'ont aussi aidé à avancer. Et je pense aussi à notre équipe de France de football en 98. Les yeux dans les bleus, ce reportage incroyable de Canal+, m'a beaucoup aidé à construire ma victoire, ma médaille à Athènes 2004. Parce que 98, c'est une équipe de France qui a été magique, qui a été fantastique, comme celle de 2018, quoi. On se sert de tout dans le sport. On s'inspire de plein de gens, de nombreuses personnes. Donc, ce ne sont pas des idoles, mais des modèles, des gens qui m'ont inspiré pour leur rigueur, pour leur engagement sportif. Et voilà, je penserai bien entendu beaucoup à Carl Lewis, qui a été pour moi une référence. Mais en natation, et ce sport est tellement dur, en natation, il y en a quelques-uns, quoi. Bien sûr, les plus anciens chez nous, ou d'autres qui ont fait des choses incroyables, quoi. Hugues Dubos, bien sûr, un copain de l'équipe de France, brasseur, qui a été médaille de bronze au jeu à la ligne d'eau numéro 8. Simon Dufour aussi. Simon a été d'O6, médaille de bronze, je sais pas, du monde en 2003. Je pense à Fred Bousquet, je pense à plein de gens, et des amis qui sont. Donc, voilà. et donc, toutes ces personnes t'ont inspiré. Et alors, quand je regarde l'heure, malheureusement, il ne reste plus que 2 minutes, David. Ça passe très vite. Ça va vite. Je vais poser une dernière question qui a été posée dans le chat avant de malheureusement mettre fin à cette interview. Mais je pense que d'ailleurs, si des personnes ont d'autres questions à te poser, peut-être qu'elles pourront te les poser directement sur tes réseaux sociaux. Oui, bien sûr, ça sert à ça aussi, partager ces moments-là. Donc, sur Instagram, principalement, on peut me contacter et je fais en sorte de répondre aux gens qui m'écrivent, bien sûr, tout le temps. J'essaye. Complètement. Donc, ta page Insta, c'est David Smetanine officiel, c'est ça? Exactement. Okay. Une photo de moi, je pense, avec des médailles accrochées autour des bras, pendues comme un épouvantail. Exactement. Donc, cette dernière question, oui.
quelles sont selon toi les qualités pour être un grand sportif et est-ce qu'elles sont les mêmes pour être un grand entrepreneur? Alors en plus, toi, tu fais les deux. Est-ce que justement le fait d'être un sportif de haut niveau, d'avoir ce mental de champion, ça t'a aidé en tant qu'entrepreneur avec David Smetanyne Kams à développer cette entreprise? Oui, ça m'a donné envie de transmettre. Donc, David Smetanyne Kams ou CAMS est né de cette idée-là aussi. Transmettre mes compétences, celles acquises grâce au sport de haut niveau. Dans mes études aussi, hein, je suis diplômé d'un master de management en stratégie et génie des organisations dans l'école de commerce à Grenoble. Mais oui, bien sûr que c'est important d'avancer dans ce sens-là et c'est un élément essentiel dans la performance, dans tout ce que ça m'a apporté, bien entendu. C'est pas une obligation d'être sportif pour être bon entrepreneur. Par contre, l'un peut aller très clairement avec l'autre et contribue à avancer sur la partie entrepreneuriale, bien sûr. La prise en compte de l'autre, la question RH aussi, la diversité, mais surtout la performance, quoi. Ce qu'on a envie de transmettre, comment on le fait, et l'engagement, la passion qu'on met dans ce qu'on fait, quoi. Le travail, quand on le fait bien et quand on a une entreprise, une formation, peu importe, qui nous plaît, notamment une entreprise, on a envie de la faire grandir, de la faire évoluer, et il faut être passionné pour ça. Il faut s'intéresser à ce qu'on fait. Dans le sport, on le fait au quotidien, bien entendu. Ça ne marche pas sinon. Donc, toutes ces qualités-là m'ont permis de pouvoir avancer dans mon travail au quotidien et de me remettre en question aussi, de faire une mise à jour régulière. Donc, bien sûr que ça va avec, c'est évident. Et c'est des valeurs qu'on partage aussi chez Staffme, le travail, l'engagement, l'implication. Il me semble, oui. Donc, effectivement, ça t'a aidé à développer ton entreprise et à partager justement tes compétences, ton savoir-faire et ton expérience en tant que champion handisport. La formation, c'est quelque chose d'important. L'expérience ne sera jamais remplacée. Le vécu, il est essentiel. On l'invente pas, quoi. Ça se vit, ça se construit. On en tire les leçons, et notamment lorsqu'il faut traverser des périodes difficiles comme on la traverse en ce moment, notamment au titre d'entreprises qui sont en difficulté, dont certains ont mis la clé sous la porte parce que elles n'ont pas pu travailler. Et je pense vraiment aussi à ces personnes-là qui sont dans le besoin aussi, et c'est pas facile. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'aide au quotidien, ma salle de sport, ma salle de musculation, et je remercie vraiment chaleureusement Vito pour ça. Les clubs sportifs aujourd'hui souffrent beaucoup, comme d'autres entreprises, mais ne les oublions pas, ils souffrent aussi. Donc, être capable d'apprendre des échecs et de rebondir, c'est un atout colossal quand on veut diriger l'entreprise et réajuster les choses quand c'est nécessaire pour pas se casser la gueule, comme on dit. Tout à fait. Eh ben, David, malheureusement, je vais devoir mettre fin à cette interview. Merci beaucoup Avec plaisir, pas de souci. D'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Eh ben, avec grand plaisir. On te souhaite évidemment beaucoup de succès pour la suite. On travaille dur tous les jours pour ça. J'en doute pas. Pour ce que je peux maîtriser, il y a une partie que je ne maîtrise pas complètement, puisque l'élection de porte-drapeau se fera par le grand public au mois de juin. Et bien sûr qu'on aura besoin de soutien, que j'aurai besoin de soutien aussi, mais quand on peut maîtriser les choses et l'entraînement à 100%, oui, je fais le maximum tous les jours. Donc il faudra cocher sur la bonne case, si j'ai bien compris. Ah oui, j'espère. Après, c'est pas une obligation, mais ça serait une belle reconnaissance et bien sûr un privilège, un honneur de porter le drapeau de la France en binôme avec une athlète porte-drapeau aussi. Donc il y aura, pour ceux qui auront la gentillesse de voter, pour l'un des membres, il y aura un garçon, un homme à élire et une femme, bien sûr. Voilà. Donc, on te le souhaite en tout cas, David. Ben, c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Et merci. Longue vie à Staffme. Eh ben, c'est très gentil, David. Merci à tous d'avoir suivi l'interview. Et puis, on se retrouve du coup très prochainement pour un troisième live sur la chaîne Twitch de Staffme. On retourne maintenant chacun à nos occupations. Bon après-midi à tous. Merci.